Bienvenue sur ORTM dans votre émission En classe. Aujourd'hui, je vais vous présenter une leçon de terminale sciences exactes qui est l'interférence mécanique. Tout d'abord, nous allons voir les compétences que l'élève est censé avoir après cette leçon. À la fin de cette leçon, l'élève doit être capable de définir l'interférence mécanique, de faire la mise en évidence de l'interférence sur un millier à deux dimensions, d'établir l'équation de la superposition de deux ondes en un point et enfin de déterminer le nombre de franges sur le champ d'interférence et de préciser leur nature. Grand 1. Nous allons voir d'abord la définition et la condition d'interférence. Premièrement, petit 1, nous allons voir d'abord la définition. Qu'est-ce que c'est que l'interférence? Avant ça, nous allons voir d'abord quelques définitions. Tout d'abord, nous allons voir qu'est-ce que c'est que deux sources synchrones. Deux sources d'ondes sont synchrones si elles émettent des ondes de même fréquence. Donc, si je prends deux sources, cette source émet des ondes et une autre source qui émet des ondes, si les deux ondes ont la même fréquence, on dit que ces deux sources sont donc synchrones. Deux sources d'ondes sont cohérentes si elles présentent une différence de phase constante l'une par rapport à l'autre. Vous avez vu avec la leçon sur la généralité sur les ondes, on vous a parlé de la phase et de la différence de phase entre deux ondes. Maintenant, lorsque deux sources d'ondes ont une différence de phase qui est constante dans le temps, on dit que ces deux sources sont cohérentes. Maintenant, nous allons voir l'interférence. L'interférence mécanique, qu'est-ce que c'est? L'interférence est un phénomène qui résulte de la superposition de deux ondes de même nature. En un mot, c'est-à-dire lorsque deux ondes de même nature se rencontrent, ils vont maintenant se superposer. Et c'est ce phénomène-là qu'on appelle le phénomène d'interférence. Petit 2. Nous allons voir maintenant quelles sont les conditions pour qu'il y ait interférence. Conditions d'interférence. Pour obtenir un phénomène d'interférence, il faut que les sources émettrices soient synchrones et cohérentes. Nous venons de voir tout à l'heure en haut, qu'est-ce que c'est que des sources synchrones? C'est-à-dire s'ils émettent des ondes de même fréquence. Et les deux sources soient aussi cohérentes. C'est-à-dire quoi? La différence de phase entre ces deux sources soit constante dans le temps. En troisième position, nous allons voir la superposition des petits mouvements. Quand deux signaux se rencontrent, ils se croisent sans se gêner. Leur propagation et leur forme ne sont pas modifiées après le croisement. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'il y a un signal qui vient de ce côté, s'il y a un autre signal qui vient de ce côté, lors de leur croisement, le signal ne sera pas modifié. C'est-à-dire qu'ils peuvent se croiser, se superposer, et après chaque signal va suivre maintenant son chemin en gardant sa forme de départ. Pendant le croisement, l'élongation résultante est donnée par la règle de superposition des petits mouvements. Qu'est-ce que cette règle nous dit? Cette règle dit que lorsque deux signaux collinaires de faible amplitude se superposent en un point M, l'élongation résultante Y est égale à la somme algébrique des élongations Y1 et Y2 que provoquerait en M chaque signal. Et l'équation est donnée Y égale à Y1 plus Y2. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque j'ai deux signaux qui arrivent en un point, maintenant, à leur arrivée en ce point, il y aura la superposition. Donc, les deux signaux maintenant vont s'ajouter. Et c'est pour cette raison, nous voyons ici l'équation Y égale à Y1 plus Y2.
Les deux signaux peuvent ainsi se renforcer lors de leur croisement ou bien se détruire. Lorsqu'ils se rencontrent, ça veut dire quoi? Ils peuvent donner un signal plus grand ou bien ils peuvent se détruire pour donner un signal qui n'existe même pas. Nous allons voir cela avec ce schéma-là. Ici, on nous parle d'interférence constructive. À ce niveau, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un premier signal ici. Vous voyez ici, l'amplitude maximale est à ce niveau. Donc, nous avons un deuxième signal à ce niveau également. Donc, l'amplitude maximale est à ce niveau. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'amplitude maximale ici est la même chose que l'amplitude maximale à ce niveau-là. Donc, au même instant, les deux points, c'est-à-dire les deux signaux se retrouvent au niveau de leur amplitude maximale. Donc, lorsqu'on ajoute maintenant ces deux signaux, qu'est-ce qu'on va remarquer? Ça va donner une amplitude encore plus grande à cet instant-là. Donc, lorsque ces deux signaux se retrouvent à un instant T, vous voyez l'amplitude ici est encore plus grande. C'est l'addition de ces deux amplitudes. Nous pouvons observer le même cas à ce niveau également. Donc, nous voyons à ce même instant T, dont les deux signaux sont au niveau de la même, sont à la même amplitude. Et lorsqu'on les ajoute, nous voyons que ça donne une amplitude encore plus grande. Et c'est ce que nous avons appelé ici interférence constructive, parce que les deux signaux s'ajoutent pour donner un signal plus grand. Maintenant, dans notre deuxième cas, on parle d'interférence destructive. Suivez bien. Ici, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que à un instant T, le premier signal se trouve au niveau de l'amplitude maximale. Et à ce même instant, l'autre signal se retrouve dans le sens opposé. Donc, lors de leur croisement, qu'est-ce qui va se passer? L'autre est au niveau de l'amplitude maximale, au niveau des X positifs, et l'autre est au niveau des amplitudes maximales, au niveau des X négatives. Et lorsque les deux se rencontrent, ils vont se neutraliser. C'est pour cette raison que vous voyez le trait. Donc, les deux signaux se sont neutralisés en ce moment. Et on dit maintenant qu'il y a interférence destructive. C'est-à-dire les deux signaux se sont détruits. Et c'est pour cette raison que vous observez ici la droite. En grand 2, nous allons voir maintenant l'interférence dans un milieu à deux dimensions. Nous allons voir maintenant quel est le dispositif expérimental utilisé. On utilise une fourche munie de deux pointes qui est fixée à l'extrémité d'un vibraire. Les pointes O1 et OD ont ainsi la même fréquence. Elles font naître à la surface de l'eau des ondes circulaires. Donc nous pouvons voir cela sur ce schéma. Nous avons ici les pointes O1 et OD. Les deux pointes sont fixées à un même vibraire. Donc c'est pour cette raison on dit que les deux pointes émettent des ondes de même fréquence. Parce que le vibraire vibre avec la même fréquence et parce qu'il est lié directement à ces deux sources et ils auront les mêmes fréquences lors de la production des ondes. En observation, qu'est-ce que nous allons remarquer au niveau de la surface de l'eau? À la surface libre de l'eau, on observe des rides fixes bien nettes entre O1 et OD. Elles ont la forme d'arc d'hyperbole dont les foyers sont O1 et OD. On les appelle les lignes ou des franges d'interférence. Elles disparaissent si l'une des pointes qui vibrent ne touche pas la surface de l'eau. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque les deux pointes vibrent à l'intérieur de l'eau, nous voyons qu'il y a un champ qu'on va appeler champ d'interférence qui va nous donner des hyperboles. Ici, avec la source E1, nous voyons maintenant il y a une hyperbole qui est bien foncée et après, notre deuxième hyperbole est moins foncé, celui qui ici est foncé, celui qui ici est moins foncé. Et nous voyons ici, notre foyer est en O1 à partir de ces
hyperbole à ce niveau. Maintenant, quand nous partons de l'autre côté, à travers la droite verticale, nous voyons les hyperboles qui sont de ces côtés ont pour foyer O1. Donc, nous pouvons dire que c'est ce que nous observons au niveau de la surface de l'eau. Maintenant, nous allons voir après pourquoi ici, nous avons des hyperboles foncées et entre deux hyperboles foncées, il y a un et nous pouvons voir une autre hyperbole moins foncée plutôt. En interprétation, nous allons voir cela. Supposons que les deux pointes frappent l'eau exactement au même instant. C'est-à-dire quand ils frappent l'eau au même instant. Donc là, les sources O1 et OD vont constituer alors deux sources synchrones. Si elles pénètrent à la même profondeur dans l'eau, elles constituent des sources synchrones de même amplitude. Ça veut dire quoi? Lorsque la pointe est foncée dans l'eau, donc l'amplitude maintenant de l'onde va dépendre de la profondeur de la pointe dans l'eau. Voilà. Donc l'équation horaire de l'air résultante peut s'écrire Y égale A sinus oméga t plus phi. Vous avez vu ça dans la leçon sur la généralité sur les ondes. A est appelée l'amplitude maximale. Oméga, c'est la pulsation. Phi, ça c'est la phase à l'instant initial. Nous allons prendre maintenant un point à la surface de l'eau et étudier maintenant son comportement. Soit un point M à la surface de l'eau, situé à la distance d1 de la première source que nous avons notée ici, O1, et à la distance 2D de la deuxième source que nous avons notée ici, OD. L'onde venant de O1, dont la source O1 émet une onde qui va arriver en M. Cette onde a pour élongation Y1 égale à A sinus de 2π facteur de T sur grand T, qui est la période, moins D1 sur lambda, qui est la longueur d'onde. Donc l'onde venant de OD impose au point M une élongation Y2 qui sera égale à A sinus de 2π facteur de T sur grand T moins DD sur lambda. Donc nous voyons que les deux sources vont émettre des ondes qui vont se retrouver au point M. Donc l'élongation résultante en M est alors la somme de ces deux ondes qui arrivent des deux sources, c'est-à-dire la source O1 et la source OD. C'est pour cette raison que nous avons l'équation Y égale à Y1 plus Y2 avec Y égale à A sinus oméga T plus phi. Maintenant, nous allons voir quelle est l'équation de l'onde résultante au niveau du point M. Au niveau du point M, on a dit que l'onde résultante Y égale à Y1 plus Y2. Donc maintenant, nous allons remplacer Y1 par son expression qui est égale à A sinus 2π facteur de T sur grand T moins D1 sur lambda. Donc en remplaçant aussi Y2 par son expression A sinus de 2π T sur grand T moins DD sur lambda. Donc on peut mettre A en facteur. Donc si nous mettons A en facteur, ça nous donne cette expression-là. Or, en maths, nous avons cette formule trigonométrique qui nous dit quoi? Sinus de P plus sinus de Q égale à 2 fois cosinus de P moins Q sur 2 fois sinus de P plus Q sur 2. Donc, en appliquant cette formule, nous allons voir que ici, P correspond à cette partie-là. C'est pour cette raison que vous allez observer en bas
P égale à 2pi facteur de T sur grand T moins D1 sur lambda. Et Q correspond à cette partie-là qui est 2pi T sur grand T moins TD sur lambda. Donc maintenant, en remplaçant P et Q par leur expression ici, et en développant et en arrangeant les choses, donc nous allons avoir l'équation résultante de la superposition des deux zones qui arrivent en M. Donc nous avons ici Y qui sera égal à 2A cosinus de pi sur lambda, facteur de 2D moins 2,1 fois sinus de 2pi sur T, petit t, moins pi sur lambda, facteur de D1 plus DD. Or, nous avons dit que Y, qui est l'équation résultante, est de la forme A sinus de 2pi sur grand T, petit t, plus phi. Donc, par identification, nous allons voir ici que A sera égal à cette partie-là. Donc, c'est pour cette raison, vous voyez ici, nous avons A qui est égal à 2A cosinus de pi sur lambda, facteur de 2D moins D1. Et quand nous regardons phi, par exemple, nous voyons ici 2pi sur grand T se retrouve ici. Donc, cette partie-là correspond à phi à ce niveau. Donc, c'est pour cette raison vous avez ici phi égale à moins pi sur lambda, facteur de D1 plus DD. Donc, nous pouvons voir maintenant l'équation de la superposition de ces deux ondes qui est de la forme Y égale à A sinus 2pi t sur grand T moins pi sur lambda, facteur de D1 plus DD. Ici également, 2pi sur grand T qui est la période, cette formule peut être remplacée par oméga. Parce que nous savons que oméga égale à 2pi sur grand T. Donc, pour cette raison, ici, nous avons remplacé 2pi sur grand T par oméga. Donc, voilà ici l'équation de la superposition de ces deux zones. Nous allons voir maintenant l'interférence constrictive. Nous avons vu plus loin que lorsque deux ondes se rencontrent, il y a deux possibilités. Soit ces deux ondes se détruisent, soit ces deux ondes se renforcent. Donc, en interférence constructive, comme son nom l'indique, constructive, là, les deux ondes vont se renforcer. Donc, la valeur de A pour le cas des interférences constructives est de plus ou moins 2A. C'est-à-dire, lorsque il y a interférence constructive, l'amplitude maximale atteint sa plus grande valeur. Or, nous avons l'expression de l'amplitude maximale ici, qui est 2A cosinus de pi sur lambda, facteur de DD moins 2,1. Donc, cette valeur atteint sa valeur maximale lorsque cosinus est à 1 ou bien cosinus est à moins 1. Donc, c'est pour cette raison nous allons poser cosinus de pi sur lambda, facteur de DD moins 2,1, qui est égal plus ou moins 1. Donc, si cosinus est égal à plus ou moins 1, ça veut dire quoi? Cette valeur qui est à l'intérieur du cosinus, que cette valeur est égale à kpi. Donc, nous avons ici pi sur lambda, facteur de 2D moins 2,1 égale à kpi, avec k élément de z. Donc, si nous tirons maintenant 2D moins 2,1, nous allons observer que ça va nous donner k lambda. Parce qu'à ce niveau, qu'est-ce qui va se passer? Les deux pi vont se simplifier et le lambda qui se retrouve là va multiplier maintenant k pour nous donner k lambda. Donc, lorsqu'il y a interférence constructive, 2D moins D1 est égal à k lambda. Donc, DD moins D1 donc, est proportionnel à la longueur d'onde qui est lambda. Maintenant, à chaque valeur de k correspond une hyperbole. Les points qui obéissent à la condition k égale à 0
sont ceux appartenant à la médiatrice O1, OD. Ça veut dire quoi? La médiatrice du segment qui lie les deux sources. Les points qui obéissent à la condition K différent des 0 appartiennent à une famille d'hyperboles de foyer O1 et OD. Comme nous avons vu dans l'observation, c'est-à-dire nous avons dit dans l'observation qu'est-ce qui se passe à la surface de l'eau. Nous avons vu ces hyperboles que nous avons vu ça en schéma. Maintenant, en petit 5, nous allons voir l'interférence destructive. Dans le cas des interférences destructives, qu'est-ce qui se passe? On dit quoi? Lorsque deux ondes se rencontrent, il y a la possibilité de se détruire. La valeur de A du mouvement résultant est nulle au point où les deux vibrations Y1 et Y2 sont en opposition de phase. Donc si Y1 et Y2 sont en opposition de phase, lorsqu'ils se rencontrent, l'amplitude A est nulle. Donc si A est nulle, or nous avons vu de l'autre côté, A égale 2A cosinus 2, puis sur lambda, D2 moins D1. Donc si K est nul, ça veut dire que c'est la partie de cosinus maintenant qui sera égale à 0. Donc cosinus de pi, lambda facteur de D2 moins D1 égale à 0, implique quoi? Que pi sur lambda D1 moins D2, notre D2 moins D1 est égal à 2K' plus 1 sur 2 pi. C'est-à-dire un nombre impair qui multiplie pi. Maintenant, si nous tirons D2 moins D1, nous allons obtenir D2 moins D1 qui est égal à 2K' plus 1 lambda sur D. Avec toujours K' aussi, élément de Z. Les points aussi qui obéissent à cette condition appartiennent à une famille d'hyperboles de foyer O1 et OD qui s'intercalent entre les précédentes. Et à chaque valeur de K' correspond une hyperbole. Comme je vous avais dit sur le chemin, nous avons vu il y avait des hyperboles foncées et entre deux hyperboles foncées, il y avait une hyperbole maintenant qui était un peu floue. Donc lorsque il y a interférence constructive, les deux signaux se renforcent et en ce moment, nous observons une hyperbole qui est foncée, que nous avons vu ça en bleu dans l'autre schéma. Maintenant, lorsqu'ils se détruisent, maintenant, l'hyperbole, on a représenté ça par des hyperboles qui étaient floues entre les deux hyperboles en bleu. Donc après tout cela, nous allons voir en petit 7 la différence de marche et l'ordre d'interférence. La différence de marche ou l'ordre d'interférence. L'état vibratoire d'un point M dépend de la différence de marche qui est la différence des distances de ce point aux deux sources. Nous avons vu ici que 2D, c'est la distance qui sépare la source D à M et D1, c'est la distance qui sépare la première source au point M. Et maintenant, cette différence-là est appelée la différence de marche. On appelle ordre d'interférence le réel P qui est égal à P, delta sur lambda, delta qui est la différence de marche sur la longueur d'onde qui traduit l'état vibratoire d'un point M dans le milieu de propagation. Donc la constante P traduit l'état vibratoire. Ça veut dire quoi? La valeur de P va nous permettre de savoir si nous avons un point d'amplitude maximale ou si nous avons un point d'amplitude nulle. Maintenant, pour des franges d'amplitude maximale, nous avons des valeurs pour P. P égale à 1, 2, 3, ainsi de suite. Et maintenant, pour des franges d'amplitude nulle, nous avons ici P qui est égal à 0,50, 1,50, 2,50, 3,50, ainsi de suite. Donc nous voyons entre les amplitudes, deux amplitudes maximales, des franges d'amplitude maximale, nous avons des franges d'amplitude nulles. Par exemple, nous partons de 0,50 et 1,50. Donc entre 1 et 2, nous avons 1,50. Entre 2 et 3, nous avons 2,50.
et ainsi de suite. Et c'est comme ça, les franges d'amplitude nulle s'intercalent entre les franges d'amplitude maximale. Donc retenez bien, lorsque P donne des entiers, nous avons des franges d'amplitude maximale. Maintenant, nous allons voir le nombre de franges d'amplitude maximale et d'amplitude nulle. Pour déterminer le nombre de franges d'amplitude maximale ou nulle, on détermine le nombre de valeurs de K et de K'. Parce qu'on nous a dit quoi? K et K'. C'est-à-dire chaque valeur de K et K' correspond à une hyperbole. Chaque valeur de K et de K' correspondant à une frange. On procède comme suit. Posons D égale à la distance entre les deux sources. Le point M entre les deux sources est à une distance D1 de la source O1. Donc, cette distance D1 sera toujours comprise entre 0 et D. Donc, si nous multiplions cette inégalité par moins 1, nous allons avoir moins D qui sera inférieur à moins D1 qui sera inférieur à 0. Donc, nous allons prendre ça comme inégalité 1. Et après, le point M entre les deux sources à une distance 2D de la source OD. Donc, cette distance DD également est comprise entre 0 et D. Donc, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, quand nous prenons l'équation 1 et l'équation 2, si nous les additionnons, ça va nous donner ça, cela. Donc, nous voyons ici dans l'équation 1, nous avons D moins D inférieur à moins D1 qui est inférieur à 0. Et nous avons 0 qui est inférieur à DD qui est inférieur à 2. En faisant la somme, nous allons trouver ici moins D est inférieur à DD moins D1 qui est inférieur à D. Donc, pour les franges d'amplitude maximale, nous savons que DD moins D1 est égal à K lambda. Donc, en remplaçant DD moins D1 par K lambda, nous obtenons maintenant moins D sur lambda inférieur à K qui est inférieur à D sur lambda. Donc, le nombre K qui est élément de Z compris entre l'intervalle moins D sur lambda et D sur lambda est le nombre de franges d'amplitude maximale. Pour les franges d'amplitude nulle, nous savons que DD moins D1 est égal à 2K' plus 1 lambda sur 2. Et si nous remplaçons DD moins D1 par leur expression, ça va nous donner cette inégalité-là. Donc, quand nous tirons, nous allons voir maintenant moins D inférieur à K' plus 1 demi, facteur de lambda est inférieur à D. Et maintenant, nous allons nous débarrasser maintenant de lambda. Pour nous débarrasser de lambda à ce niveau, nous allons diviser tous les membres de l'inégalité par lambda. Et nous allons obtenir moins D sur lambda inférieur à K' plus 1 demi qui est inférieur à D sur lambda. Et maintenant, nous devrons nous débarrasser de plus 1 demi. Donc, pour se débarrasser de plus 1 demi à ce niveau, nous allons retrancher moins 1 demi à tous les membres de l'inégalité. Ce qui va nous donner moins D sur lambda moins 1 demi est inférieur à K' qui est inférieur à D sur lambda moins 1 demi. Et donc, le nombre K' élément de Z compris entre ces deux parmi cet intervalle, compris entre cet intervalle-là est le nombre de franges d'amplitude nulle. Donc, pour terminer, nous allons voir un petit exercice d'application. Les deux vibrations d'un diapason à la surface de l'eau sont sinusoïdales de fréquence 60 Hz et d'amplitude A égale à 2 mm. La distance entre les deux sources est de 5,5 cm. Exprime l'état de vibration d'un point M dont les distances de O1 et OD sont D1 qui est égal à 2 cm et DD égale à 3,50 cm et la célérité de l'onde est donnée qui est 36 cm par seconde. Détermine le nombre de points d'amplitude
maximale. Donc, solution de l'exercice d'application. Petit 1, l'état vibratoire du point M. Nous avons dit que c'est P qui définit l'état vibratoire du point M. Donc, nous allons calculer la valeur de P. Donc, nous avons ici P égale à delta sur lambda qui est la longueur d'onde. Donc, nous ne connaissons pas la valeur de lambda. Ils ont donné la célérité et la fréquence. Donc, nous allons calculer maintenant la longueur d'onde qui est égale à V sur N. Or, V, c'était 36 cm par seconde. En convertissant cela en mètres par seconde, ça va nous donner 0,36 sur 60, qui va nous donner 10 puissance moins 3 mètres. Et nous savons maintenant que P égale à D moins D1 sur lambda. Donc, avec DD égale à 3,5 cm, D1 égale à 2 cm et lambda que nous venons de calculer. Donc, en remplaçant chaque grandeur par sa valeur, ça va nous donner P égale à 2,5. Donc, le point M est une frange d'amplitude nulle. Donc, le nombre de points d'amplitude maximale. Pour les franges d'amplitude maximale, nous avons cette formule, moins 2 sur lambda, inférieur à K, qui est inférieur à 2 sur lambda. Donc, c'est-à-dire K est compris entre ces deux grandeurs. Mais K est un anti-relative. Donc, maintenant, en calculant, nous allons avoir que K sera compris entre moins 9,16 et 9,16. Et donc, nous allons voir que K peut prendre ces valeurs-là, les anti-relatives. Donc, de moins 9 à plus 9. Et si nous comptons cela, cela va nous donner 19 valeurs de K. Donc, le nombre de franges d'amplitude maximale est 19. Je vous remercie et à la prochaine.